Il en a parcouru du chemin, Jérôme Attal, depuis son premier roman L'amour en lambeaux, paru en 2007. Au fil du temps, par ses livres, romans ou essais, il s'est imposé en librairie, fédérant un public fidèle, sensible à sa générosité, son écriture et la délicatesse de sa façon d'être. Parallèlement, parolier et musicien, Jérôme Attal compose parfois pour les autres, mais on lui doit aussi 3 albums personnels, dont le dernier en date, Les Attaches fines, paru début 2024, est révélateur de son talent et de sa poésie. Sensible, pudique, drôle, Jérôme Attal alterne donc la littérature et la musique et exerce ses talents d'auteur aussi bien dans le roman que dans l'essai. Doux rêveur, mais aussi observateur attentif de son époque, il vient de publier ce petit livre, Un furieux besoin d'élégance, qui, à mon avis, devrait prendre place dans toutes les mains et être reconnu d'intérêt général. 130 pages seulement, mais qui disent tellement de choses de ce que nous sommes. En chapitres courts, usant de son expérience personnelle, ne s'interdisant aucun trait d'humour venant contrebalancer des passages pleins d'émotions, Jérôme Attal nous montre comment notre quotidien se révélerait tellement différent si chacun y mettait un peu plus d'élégance. Élégance dans le rapport aux autres, élégance dans le regard porté sur la société, élégance dans la façon de construire sa vie. Aujourd'hui, que signifie l'élégance? Quelle est sa place? Et comment nous permettrait-elle de retrouver un peu plus d'humanité et de dignité? Mais qu'on ne s'y méprenne pas, le livre de Jérôme Attal ne se veut ni nostalgique ni moralisateur, et avec sa légèreté habituelle, il nous offre ici un exercice littéraire jubilatoire. Coup de cœur donc pour le nouveau livre de Jérôme Attal, Un furieux besoin d'élégance. Le livre est publié aux éditions Fayard. Bonjour Jérôme Attal. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous pour parler de cette actualité, ce nouveau livre chez Fayard, Un furieux besoin d'élégance. Oh ben l'élégance c'est tout vous ça, hein. On commence à bien se connaître. C'est gentil, j'essaye d'être à la hauteur de mon propos. On commence à bien se connaître et puis on commence surtout à bien vous connaître en librairie, puisque maintenant vous êtes un auteur bien installé avec des publications régulières, que ce soit des essais, que ce soit des romans, et puis on vous connaît aussi dans le monde de la musique. Si vous deviez vous définir, que diriez-vous? Vous êtes un zébulon ou au contraire vous êtes quelqu'un de bien construit? Mais quand j'étais enfant, il y avait une émission de Le Manège Enchanté C'est ça. avec Pollux et Zébulon. Zébulon, il sortait toujours de sa boîte, c'est ça? Il nous surprenait toujours. Ah, j'aime cette idée de surprise et de surprendre. Non, je crois que je suis un troubadour. C'est-à-dire que j'essaye de faire une œuvre et en même temps, je vais où le vent me porte, tout en essayant de rester fidèle à moi-même. Voilà, mais je surfe en permanence. J'ai un t-shirt de surfeur. De surfeur. Ouais, j'essaye de surfer dans ce monde versatile et souvent terrible quand on a des espérances ou des rêves. J'aime bien l'expression troubadour que vous avez employée, parce que le troubadour, c'est à la fois le texte et puis aussi la musique, donc Ouais. ça vous correspond bien. Vous dites « j'essaie », ce qui signifie qu'il est difficile d'être un troubadour aujourd'hui? Ah bah oui, c'est pas un monde fait pour les troubadours, mais le monde n'a jamais été fait pour les troubadours. Donc oui, c'est un monde compliqué, je trouve, qui est un monde de plus en plus violent, de plus en plus versatile, de plus en plus focalisé sur l'apparence. Et donc tout ce qui est de l'ordre de la littérature, du secret, de l'intensité, de l'amour interdit, ce qui est aussi parfois le propos du troubadour, eh bien heureusement que les livres sont là pour faire territoire. Je veux bien que vous nous reparliez quand même aussi du musicien que vous êtes avant de parler de l'auteur que l'on reçoit aujourd'hui, parce que c'est important. Il y a un album qui est sorti il y a quelques mois maintenant, et qui fonctionne bien. Êtes-vous le même lorsque vous écrivez pour la musique, dans la perspective d'un disque, que lorsque vous écrivez pour la littérature? Est-ce le même bonhomme? Oui, parce que j'ai toujours fait ça parallèlement. Quand j'étais adolescent, j'écrivais des lettres d'amour aux filles dont je tombais pour qui je tombais en amour. Et j'écrivais des chansons aussi. Et j'écrivais aussi sur des cahiers, j'écrivais des sortes de petits romans pour mes camarades de classe. Enfin, et j'ai toujours fait les deux choses à la fois. J'ai toujours écrit des chansons et écrit des textes un peu plus longs. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. L'important, c'est une question d'implication, d'énergie, de projets qui arrivent, qui nous débordent. Voilà,
il y a quelque chose qui peut me heurter, ou qui peut me fasciner, ou qui peut me bouleverser, et j'ai pas la place dans ma vie. Ma vie est trop étriquée pour faire fleurir cette émotion et cette apparition. Et donc j'ai la chance de pouvoir la loger dans un livre ou dans une chanson. Que ce soit pour la musique ou pour la littérature, avez-vous eu des maîtres? Y a-t-il des grands noms comme ça qui ont fait l'homme que vous êtes aujourd'hui, le passeur de mots et de musique que vous avez envie d'être? Non, parce que en fait, j'ai écrit avant de lire, ou avant. Alors, j'écoutais de la musique quand j'étais enfant. Alors, il y a les Beatles qui sont très importants pour moi. D'ailleurs, dans tous mes livres, je parle des Beatles. Puis, moi, j'écoute aussi beaucoup de chansons françaises. Il y a des gens, quand j'avais 13-14 ans, comme Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman, qui m'ont vraiment marqué. Goldman, par exemple, l'album Entre gris clair et gris foncé, pour moi, c'était l'album blanc des Beatles. D'ailleurs, il y a une similarité de couleurs. Oui, faire des chansons, donner une intensité comme ça en 3 minutes, c'est quelque chose, quand j'étais enfant, qui pouvait me marquer et à laquelle j'avais envie de m'accrocher. Et en littérature aussi, il y a Et en comme ça des littérature, références? honnêtement, j'ai lu vraiment très tard. J'écrivais, et j'ai lu une fois que j'ai eu 18 ans et que je suis arrivé à Paris, que j'ai vécu seul à Paris, et j'ai eu besoin des livres, mais pas tant pour les lire, mais plutôt pour me promener avec, comme des objets magiques, pour m'accompagner un peu dans... Pour vous protéger. Oui, pour me protéger et pour me guider aussi dans ces solitudes et ces rues parisiennes. Voilà, j'avais besoin des livres, et j'ai commencé à lire grâce à des émissions aussi de télé, grâce à Bernard Rapp, dont je parle dans le livre, qui avait une émission qui s'appelait Jamais sans mon livre, et qui m'a fait découvrir des gens comme Christian Bobin, comme André Markovitch, qui avait retraduit tout Dostoïevski dans la collection Babel. Et donc j'ai commencé à lire Dostoïevski, j'ai commencé à lire Marguerite Duras. Et finalement, j'ai eu un rapport à la littérature assez compulsif, comme je peux avoir avec la musique. C'est-à-dire quand j'aime un artiste, je vais avoir envie d'écouter tout son répertoire. Et c'est pareil, je sais que Duras, j'ai commencé un livre, et après, il fallait que je lise tout. Et c'est ce qui est beau avec la littérature. Moi, j'espère que les personnes qui s'attachent à un de mes livres ont envie ensuite de lire, découvrir tout votre de univers. découvrir les suivants. Ouais. Justement, votre univers, parlons-en, Jérôme Attal, dans la littérature, c'est que, et là encore, vous aimez nous surprendre, parce que ça peut être un essai, ça peut être un roman. Vous savez vous-même, lorsque vous entamez l'écriture d'un livre, vous savez où vous allez, ou finalement vous vous laissez porter par vos personnages, par votre sujet? Comment travaillez-vous? Ah oui, alors, moi, je suis un peu de la team des gens qui ne font pas de plan et se laissent porter par leur situation et par leur idée. Stephen King raconte ça aussi dans son livre sur l'écriture. Il dit qu'il croit en la situation plutôt qu'en l'intrigue. Mais oui, quand ma manière d'écrire, j'adore quand je termine un chapitre et que le suivant s'est mis en place, un peu comme Michael Jackson dans le clip de Billie Jean, quand il avance sur ses dalles lumineuses, vous savez. Il ne sait pas où il va, mais il danse, et puis les dalles s'illuminent au fur et à mesure de ses pas. Lorsque vous écrivez, que ce soit pour la musique, pour la littérature, c'est quoi? C'est une façon aussi de vous protéger du monde, de vous connaître mieux, de vous offrir une petite respiration dans une vie parfois un peu compliquée. Comment analysez-vous ce besoin de l'écriture? En fait, comme ça arrive depuis toujours, c'est ma manière d'être, c'est ma manière d'être au monde. J'ai toujours écrit, donc c'est toujours passé par l'écriture, mais plutôt que l'écriture, j'ai envie de dire la création. C'est quand je donne des ateliers ou quand j'interviens dans les écoles, souvent avec mes livres jeunesse ou mes livres moins jeunesse d'ailleurs, mais quand je vais dans des collèges ou des CM1, CM2, je leur dis qu'il n'y a pas vraiment de transition entre l'enfant que j'étais, qui adorait être dans sa chambre et jouer avec ses figurines, ses Playmobil, ses Lego, et puis aujourd'hui, sauf que j'ai plus de Lego et de Playmobil, mais j'ai des mots. Et donc, mais c'est la même idée, je crée un univers, et je recrée ce qui m'a plu, ce qui m'a émerveillé, ou ce qui m'a déplu dans la réalité. Continuez comme ça, parce que c'est comme ça qu'on vous aime, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Votre actualité, Jérôme Attal, c'est aux éditions Fayard. Ça s'appelle « Un furieux besoin d'élégance ». Quel joli titre, un titre qui claque en tout cas, un furieux besoin d'élégance. Attends, génial. Pourquoi avait-on besoin d'élégance, à votre avis? C'était le projet de ce livre, c'était dans mes...
Moi, je me définis maintenant, avec l'âge qui arrive, comme une espèce de voyageur en ce monde. Et j'essaye de m'émerveiller de tout, du moindre signe d'élégance dans une journée. Et je me rends compte que ça devient de plus en plus difficile, qu'il y a toujours des... Voilà, quand je marche sur un trottoir, je dois me pousser. Quand je regarde la télévision, je vois que les gens sont dégagés de leur travail avec une brutalité sans nom. Et donc j'ai l'impression que l'élégance et tout ce qu'il y a derrière l'élégance, c'est-à-dire la nuance, la bienveillance, toutes ces notions satellitaires à l'élégance, sont de plus en plus rares. Donc j'avais envie d'écrire un livre à la fois... en fait, le vrai projet aussi, c'était que pour les autres, quand dans votre journée, voilà, vous êtes assommé par la brutalité de ce qui arrive, vous vous dites « Ah, mais je peux aller en librairie, trouver un petit livre qui parle d'élégance et qui peut être un petit refuge. » Vous parliez tout à l'heure du refuge des livres. Voilà, c'était un peu l'idée C'était le départ, en tout cas, de ce livre. Donnons peut-être une définition de l'élégance. N'y a-t-il qu'une élégance ou y a-t-il différentes élégances? Et finalement, est-ce qu'on donne chacun sa propre définition à ce mot élégance? Vous mettez quoi, vous, derrière? Oui, je parle d'un extrait dans le livre, là où j'ai une petite altercation avec un journaliste qui me parle d'élégance, alors que moi, je trouve ça pas du tout élégant, ce qu'il est en train de me raconter. Et en fait, chacun a sa notion de l'élégance. Alors, moi, je parle beaucoup de l'élégance du cœur, qui m'intéresse peut-être plus que l'élégance de l'apparence ou l'élégance vestimentaire. Mais toutes les personnes qui ont travaillé sur le dandysme racontent que le vrai dandy, c'est celui qui n'en fait pas trop. À l'anglaise, c'est-à-dire la sobriété, mais c'est donner une forme. C'est donner une forme à ses émotions, c'est donner une forme à sa manière d'être. C'est un livre qui est relativement court, 130 pages, mais vous en dites des choses dans ce livre, et on le savoure un peu comme un bonbon. Ce sont de petits chapitres dans lesquels chacun peut finalement se reconnaître, même si vous parlez de vous. Comment s'est-il construit finalement ce livre? En fait, c'était l'idée que ce qu'on retient des êtres et voilà, des gens qu'on croise, c'est souvent des signes d'élégance. Une phrase qui est sortie du commun des autres phrases, un visage qui est sorti de la foule des visages qu'on a croisés. Voilà, quelque chose nous frappe, nous donne envie de retenir cette personne. Ça se rapproche du charme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'élégance, et ça peut être aussi une parole dite, une phrase qui a échappé au brouhaha, aux conversations qui nous intéressent peu. Tout d'un coup, une personne va dire une phrase qu'on va prendre pour nous. Donc j'ai essayé de consigner tout ça dans ce petit livre. C'est un livre dans lequel vous confiez aussi, parce qu'il y a plusieurs chapitres qui sont très personnels. Vous racontez vos premiers souvenirs, vos premiers émois. C'est aussi un livre plein d'émotions que vous aviez envie d'offrir? Oui, parce que plus le temps passe, moi j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais enfant unique, mes parents m'ont eu à 45 ans, ils m'ont eu tard, donc j'avais vraiment des rapports de grands-parents, d'enfants avec eux. Et plus le temps passe, plus je m'aperçois que l'enfance heureuse est un luxe, et que tout le monde n'a pas eu ce luxe d'avoir eu une enfance heureuse. Et j'ai l'impression que ça explique aussi mon manque d'agressivité peut-être pour les choses, pour obtenir une place, parce que je suis tout le temps dans le paradis perdu de mon enfance. Et donc j'ai essayé aussi de retrouver un peu, je fais un chapitre sur l'élégance de ma maman dans les années 70 ou 80, sur ce monde. Mon père était pilote de ligne, il a participé à toute l'aventure de l'aéronautique française, donc je parle de cette époque où le Concorde était vraiment le symbole de l'élégance à la française. Mais je ne voulais pas faire un livre nostalgique, ce n'est pas du tout le propos, parce que le propos est de parler de l'élégance aujourd'hui, et de cette quête de l'élégance, pour aussi qu'on puisse avancer dans nos vies sans toujours s'effondrer. Mais voilà, je travaille. Oui, j'ai voulu parler aussi de ce luxe de l'enfance heureuse. Alors vous avez raison de le préciser, le livre n'a rien de nostalgique. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très, très émouvants. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de pudeur, beaucoup de poésie. Et puis après, il y a aussi la patte, la Jéromatal touch, en quelque sorte, parce qu'il y a pas mal de petites pirouettes. Il y a des passages qui sont très drôles, très savoureux. Zébulon, vous voulez dire. Ça, c'est votre côté Zébulon. Vous aviez aussi qu'il y ait ces petites pépites pleines d'humour. Oui, alors moi je pense que l'humour est nécessaire, mais j'ai un côté très... L'humour fait partie de l'élégance? Oui, j'ai un côté très anglo-saxon, donc oui, en tout cas il y a une politesse
non pas prendre les choses à la légère ou à la rigolade, c'est pas le propos, mais avoir un peu de détachement par l'humour, à prendre un peu de recul et dédramatiser aussi l'extrême violence des situations dans lesquelles le monde contemporain peut nous plonger. C'est pareil, je vous parlais de l'élégance qu'on retient chez les êtres, mais aussi j'ai l'impression qu'on devient ami avec des personnes qui ont un humour compatible avec le nôtre. Oui, l'humour me semble important. En tout cas, dans mes livres, moi, j'écris pas des livres pour rajouter des choses pénibles aux lectrices et aux lecteurs qui vivent sans doute des choses pénibles. J'ai encore cette idée du livre refuge, en tout cas, et j'ai envie que mes livres soient aussi un territoire dans lequel on puisse souffler un peu de tout ce qui nous exaspère ou tout ce qui nous révolte au quotidien. Ce titre, Un furieux besoin d'élégance, il s'est imposé avant même le début de l'écriture. C'était évident que ce serait ce titre-là, ou Non. il vient vraiment après? Non, j'en avais un autre qui était De l'élégance comme rempart au chaos du monde, que j'aimais beaucoup, que je trouvais très poétique. Et puis finalement, on l'a trouvé trop triste. Et Un furieux besoin d'élégance était un des titres qui s'est imposé, que j'ai trouvé le plus... J'aime son énergie en fait. J'aime l'énergie de ce titre et finalement, on me dit que du bien du titre, donc je suis un peu moins triste d'avoir dû renoncer à mon titre de travail, surtout qu'effectivement, je trouve avec le recul, qu'il correspond mieux au livre, notamment par l'humour qu'il y a dans le livre. Et effectivement, peut-être que De l'élégance comme rempart au chaos du monde aurait peut-être induit les lectrices et les lecteurs sur un livre avec moins de vitalité, moins d'énergie et moins d'humour. En tout cas, voilà un livre qui fait beaucoup de bien et un livre qui donne le sourire. Et le sourire, c'est peut-être un premier signe d'élégance d'ailleurs. C'est votre actualité, Jérôme Attal. Ça s'appelle donc Un furieux besoin d'élégance. C'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.